Bonsoir à tous, bienvenue sur Team Sport, votre émission 100% dédiée à l'actualité sportive de la semaine, l'actualité de ces derniers jours. Et comme de coutume, je suis accompagné en studio cet après-midi de Tony. Bonsoir Tony. Bonsoir à tous, bonsoir Antoine. Bonsoir Victor. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Tanguy. Bonsoir tout le monde. Et bonsoir Alexis. Bonsoir. Encore un programme très chargé en ce mardi 14 décembre. On revient donc à la Formule 1. On était en train de parler de ce Grand Prix qui a vu donc le titre de Max Verstappen après un Grand Prix d'Abu Dhabi très disputé avec Lewis Hamilton, avec Tanguy justement. Et donc comme je le disais avant, les petits problèmes techniques qu'on a rencontrés là. Alors donc Max Verstappen, champion du monde donc à 24 ans, 6 ans après son premier Grand Prix avec Toro Rosso. Donc 6 ans après, il a mis un petit peu de temps à avoir son premier titre, mais en tout cas c'est mérité. Red Bull a fait une saison donc du coup monstrueuse jusqu'au bout et c'est grâce à ça que Max Verstappen et grâce aussi à son talent qu'il a réussi à avoir ce titre. Bon alors du coup, dès le début du week-end, on a vu un Max Verstappen très en forme, Lewis Hamilton quand même un petit peu devant pendant les essais libres, mais Max Verstappen qui a réussi du coup la pole position avec l'aide de Sergio Pérez en ligne droite qui lui a donné doublement l'aspiration dans les deux lignes droites opposées du circuit. Donc du coup il a signé la pole position devant Lewis Hamilton, ce qui était donc un avantage précieux avant le départ de ce Grand Prix. Donc au départ, Hamilton a très vite pris le dessus sur Verstappen, un départ assez impressionnant, aucun patinage. Max Verstappen a été élu un petit peu plus collé au départ, mais du coup Hamilton qui a pris l'avantage au premier virage, et Max Verstappen est resté au contact du coup quelques virages plus tard jusqu'au 6e virage, donc à la fin de la première ligne droite, et là ça a été le premier point un petit peu culminant de ce Grand Prix dès le départ. On a vu Verstappen du coup qui a fait un freinage comme on lui connaît, des freinages qui sont très impressionnants, et donc il a retardé son freinage et a attaqué Lewis Hamilton à l'intérieur. Lewis Hamilton a commencé à prendre son virage, mais Max Verstappen, à cause de ce freinage un petit peu tardif, a emmené sa Red Bull un petit peu plus loin dans le virage et est allé toucher Lewis Hamilton. Petit contact. Lewis Hamilton a alors abandonné un petit peu le fait de prendre cet enchaînement virage 6, virage 7, cette petite chicane qui coupe les deux lignes droites, et a donc court-circuité un peu ces deux virages et est ressorti du coup de ce court-circuitage avec près de 1 seconde et demie d'avance sur Max Verstappen. Donc ça a été polémique déjà dès le départ du Grand Prix, mais la FIA du coup n'a pas jugé nécessaire de poser une enquête sur cette action. Et Lewis Hamilton, du coup, la FIA a jugé que Lewis Hamilton avait rendu le temps qu'il avait gagné à Max Verstappen. Du coup, pas d'enquête de la FIA. Et selon vous, messieurs, je vous pose une question tout de suite. Selon vous, fallait-il pénaliser Hamilton pour cette action sur le 6e virage du premier tour de ce Grand Prix ? Je commence. C'est une réaction. Comme tu veux. Allez-y. Vas-y, comment Alexis. Moi, je suis pour une fois assez d'accord avec la FIA dans le sens où. Alors ça va peut-être pas être très objectif, mais je pense que si Hamilton veut prendre le virage, il pouvait pas le faire de toute façon parce que il n'avait pas la place nécessaire avec Verstappen qui lui coupe un petit peu la route. On a vu qu'il a retardé beaucoup son freinage et qu'à la fin, Hamilton il peut pas prendre le virage comme il l'aurait souhaité parce que Verstappen lui coupe la route, donc il a coupé. À mon sens, c'était peut-être pas le moment de doubler, sachant qu'il y avait une ligne droite après et que Verstappen allait pouvoir avoir le DRS vu la différence de temps. Donc à mon sens, la décision de ne pas faire d'enquête était justifiée et je pense que c'était une bonne décision. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je te rejoins Alexis, je pense que je suis d'accord avec toi. Puis il faut savoir aussi, c'est la dernière course, le titre se joue, donc je pense qu'il y a un enjeu, il y a une pression sur les coureurs. Et Hamilton, il était peut-être trop pressé à dépasser. Et je comprends qu'il ait coupé le virage et qu'il n'ait pas été pénalisé. Après, c'est une chose, mais j'ai envie de dire, il a envie de tout faire, même si c'est je sais pas comment expliquer, mais il va tout donner. Il va tout donner parce que c'est le titre qui se jouait. Et après, malheureusement, c'est Verstappen qui l'a rattrapé et qui a gagné. Mais je pense que la FIA a bien fait de ne pas le pénaliser. Je suis dans une toute autre analyse que vous, messieurs. Mais je pense que Verstappen, certes, alors oui, on est d'accord, il fait un virage tardif, on est là-dessus. Il tasse Hamilton, et Hamilton n'a pas beaucoup de place du coup pour prendre le virage.
Mais je trouve que ce qui est bien, c'est que limite, dans ce Grand Prix-là, les opportunités pour Verstappen, elles étaient quand même moins comment dire, moins plus petites que Hamilton pour gagner le Grand Prix parce qu'il avait déjà pas chaussé de même pneu, il fait un mauvais départ. Ses opportunités après pour rattraper Hamilton, sachant qu'on sait que l'usure des pneus de Max Verstappen aurait été plus facilement prononcée au fur et à mesure des tours. Verstappen décide donc rapidement, suite à son mauvais départ, de prendre le dessus sur Hamilton, de le doubler dans cette ligne droite. Il fait comment dire, un freinage tardif, mais Hamilton ne fait pas non plus l'effort de reprendre le virage. Alors on peut le comprendre, cette injustice de Hamilton, de se dire il m'a tassé un peu, il y a eu un peu le contact, mais je trouve que, alors pénaliser Hamilton, non, mais demander à Hamilton de redonner la place à Verstappen, ça oui, je pense que... Sur ce principe, dans le sens où Max Verstappen avait dû rendre la position à Jeddah la semaine passée. Mais là, encore une fois, Max Verstappen n'avait pas forcément besoin non plus de faire cette attaque tout de suite, sachant qu'il y a une autre ligne droite qui arrive juste derrière. Donc une autre ligne droite, même s'il n'y a pas de DRS au premier tour encore, l'aspiration fait largement son effet. Max Verstappen aurait très bien pu se mettre dans le sillage de Lewis Hamilton pour ensuite du coup le dépasser à la fin de cette ligne droite. Donc du coup je pense que déjà cette manœuvre de la part de Max Verstappen est un petit peu déjà pas inutile parce qu'il vient mettre la pression sur Lewis Hamilton, mais un petit peu exagéré dans le sens où il va lui mettre un coup de roue. Mais derrière je pense que la FIA, personnellement je pense que la FIA a bien fait de ne pas mettre de pénalité sur cette action pour les raisons qu'Alessi a épelées juste avant. Mais ce qui me désole un petit peu, c'est que la FIA juge au cas par cas aujourd'hui, et ça c'est un problème qui aujourd'hui nous amène à ce genre de débat qui gâche un petit peu le sport. Mais donc pour moi, je le répète, Max Verstappen aurait pu attendre le virage d'après, et même si on connaît ses défenses très agressives comme ça, il aurait pu attendre la ligne droite d'après. Victor, peut-être une réaction, une analyse sur il y a un petit fourré entre les deux sur ce cas quand même qui fait débat. Est-ce que Verstappen aurait dû attendre? Est-ce que finalement le dépassement de Verstappen... À son premier tour. Voilà. En tout cas, voilà, Verstappen, du coup Hamilton a pris l'échappatoire, on sait après ce qui s'est passé, la FIA n'a pas fait d'enquête, n'a pas mené d'enquête, et du coup après qu'est-ce qui s'est passé dans la suite du Grand Prix, Tanguy? Donc par la suite on a vu Lewis Hamilton qui donc, malgré ce petit accrochage au premier virage, a ensuite pris la tête, il a pris le large un petit peu, il a compté jusqu'à 8 ou 9 secondes d'avance, il me semble, jusqu'au 20e tour, où après du coup son arrêt au stand, Sergio Pérez s'est retrouvé devant lui et s'est mis du coup à freiner du coup Lewis Hamilton. Dans la stratégie du coup de Red Bull, c'était déjà écrit, ils allaient le faire, et c'est ce qui s'est passé. Donc Sergio Pérez qui s'est retrouvé devant Lewis Hamilton au 20e tour, Lewis Hamilton qui commence à attaquer Sergio Pérez, et là Sergio Pérez nous fait certainement la défense de l'année, l'action de l'année. Il a fait le lieutenant, il a aidé Max Verstappen en tout cas à passer de 8-9 secondes de retard à seulement 1 seconde 5, donc un petit peu trop lent cependant pour reprendre le DRS, mais en tout cas Sergio Pérez a joué un rôle crucial à cette partie du Grand Prix. Et donc du coup on a vu aussi à la radio Max Verstappen qui remerciait déjà Sergio Pérez, parce que ce travail est quand même assez monstrueux, il a dit d'ailleurs à la radio Checo is a legend. Ce rôle de tampon, et a remis du coup Max Verstappen dans la course. Mais du coup après, par la suite, Lewis Hamilton avait la piste libre devant lui, et du coup il a pu attaquer, il a pu reprendre son rythme qu'il avait dans son premier relais, et il a compté jusqu'à près de 20 secondes d'avance jusqu'au crash de Kimi Raikkonen au milieu de ce Grand Prix, du coup qui a permis à ce moment-là à Max Verstappen du coup d'avoir un arrêt gratuit, puisque l'accident de Raikkonen a fait sortir la virtual safety car, donc pas de voiture de sécurité sur la piste, mais une obligation pour les pilotes de ralentir leur vitesse sur la piste. Et du coup Hamilton ne s'est pas arrêté, parce que sinon s'il s'arrêtait, Max Verstappen allait rester en piste pour prolonger ce relais et reprendre la position. Mais Verstappen
lui s'est arrêté quand il a vu que Lewis Hamilton ne s'était pas arrêté pour remettre des nouveaux pneus neufs et donc du coup repartir sur un rythme bien plus élevé alors que Lewis Hamilton était déjà sur des pneus durs avec déjà 20 tours d'ancienneté, ce qui était déjà très compliqué pour lui parce que 20 tours d'ancienneté sur des pneus blancs ça commence déjà à être très compliqué pour le rythme. Donc on a Max Verstappen qui a repris du temps. Il devait gagner à peu près 1 seconde au tour pour revenir sur Lewis Hamilton en fin de course, mais ça n'a pas été le cas jusqu'à 5 tours de l'arrivée. Lewis Hamilton comptait jusqu'à encore entre 10 et 12 secondes d'avance sur Max Verstappen jusqu'au moment où Nicolas Latifi, après une bataille assez rugueuse contre Mick Schumacher, s'est ensuite mis dans le mur et du coup a généré la sortie, le déploiement de la voiture de sécurité, ce qui a remis complètement Max Verstappen sur le chemin du titre, ce qui lui a donné une opportunité du coup de revenir à hauteur de Lewis Hamilton. Il a pu lui s'arrêter aussi au stand encore une nouvelle fois pour les mêmes raisons qui s'est passé précédemment avec le crash de Raikkonen. Il a pu avoir un arrêt gratuit, mettre des pneus rouges qui sont du coup les pneus les plus rapides, des pneus neufs, alors que Lewis Hamilton était lui encore du coup sur ces mêmes pneus qu'il avait chaussés au cours de ce Grand Prix. Et du coup là il y a eu un petit peu une sorte d'incompréhension aussi avec la FIA puisque la safety car normalement dans le règlement stipule que les voitures retardataires ont le droit de dépasser la voiture de sécurité et reprendre le tour pour se mettre dans la file. Or au début le directeur de course Michael Masi a ordonné du coup aux voitures retardataires de rester dans la file. Sauf que du coup, il y avait 5 voitures entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, ce qui constituait du coup un avantage favorable du coup pour Lewis Hamilton. Mais du coup, quelques tours plus tard, un tour plus tard, Michael Masi du coup autorise les retardataires à doubler la safety car pour ensuite revenir dans la file. Mais du coup, la course a été relancée à un tour de l'arrivée alors que les voitures n'étaient pas dans la file, ce qui est là aussi stipulé par le règlement de la FIA. Mais au final, la fin, on la connaît. Max Verstappen a dépassé Lewis Hamilton avec des pneus du coup neufs. Il a réussi du coup à aller chercher ce titre mondial avec du coup cette action un petit peu qui génère du débat de la FIA. Et du coup, je vais vous poser la question aussi, messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé? Qu'est-ce que vous pensez de cette fin de course, de ces actions de la FIA qui sont un petit peu compréhensibles dans un certain sens, mais un petit peu douteuses? C'est vrai que c'est un peu douteux au niveau de la FIA, mais ça a aussi été très bien joué de la part de Red Bull, et qui a une bonne stratégie. Verstappen a une très bonne stratégie de changer ses pneus. Maintenant, voilà, ça n'en a pas profité pour Hamilton forcément, et c'est vrai que c'est dommage parce que dans les vraies règles, du coup, comme tu disais, avec 5 voitures derrière, il avait l'avantage. Et ouais, c'est un peu douteux comme tu dis. Et selon les règles, du coup, normalement, la course n'aurait pas dû reprendre. Si les voitures, ça sera arrêté à ce tour-là. À la base, si Michael Masi avait autorisé dès le déploiement de la safety car les voitures à dépasser, on aurait quand même eu ce dernier tour de course et certainement Max Verstappen qui irait gagner le Grand Prix. Là, les voitures ont été interdites de dépasser, puis autorisées de dépasser. Et au final, elles n'ont pas rejoint du coup la file, ce qui est normalement stipulé dans le règlement de la FIA. Normalement, toutes les voitures doivent être derrière la safety car au moment de la relance de course. Alors après, on va dire, je partage votre avis sur le fait que moi-même, j'ai pas compris cette règle et le fait que Verstappen puisse rejoigne Hamilton sur la même ligne, puisse disputer un dernier tour alors qu'Hamilton était quand même intercalé. Il y avait 5 voitures entre Hamilton et Verstappen, et c'est vrai qu'on sait que la FIA ça fait déjà 2-3 Grands Prix que les règlements sont un petit peu flous, on donne des consignes au commissaire, on sait pas comment faire finalement, c'est un petit peu flou. Après, je pense que relancer le Grand Prix, finir un championnat du monde sur safety car, je pense pas que c'est la meilleure solution. Je pense qu'il fallait relancer le Grand Prix pour le spectacle, tout simplement pour avoir le droit à sans doute 1 ou 2 derniers tours, mais pas forcément en donnant la possibilité à Verstappen, je vous rejoins là-dessus, d'être collé à Hamilton et de pouvoir donc avoir cette bataille épique dans le dernier tour, sachant qu'ils étaient séparés de 5 voitures. Maintenant, je le vois peut-être comme, je peux l'interpréter, c'est peut-être une mauvaise interprétation, mais peut-être une compensation des commissaires qui n'ont pas ouvert d'enquête suite au premier tour et cette prise d'échappatoire de la part d'Hamilton. Et ce dernier tour, finalement, on a presque offert la victoire à Verstappen, sachant qu'il avait des pneus évidemment plus neufs qu'Hamilton. Ces pneus avaient 40 tours. Là-dessus, c'était évidemment presque indéniable que Verstappen allait gagner.
c'est compliqué. Dans les règles, dans tous les cas, dans les règles de la FIA, si Michael Masi, le commissaire de course, avait respecté les règles qui sont dans le règlement, on aurait eu ce dernier tour de toute façon. Et Voilà, c'est ça ce qui a été le tournant de toute façon pour Lewis Hamilton, ça a été ce crash avec Nicolas Latifi. C'est triste pour lui parce que le 8e titre, normalement, il avait gagné sur la piste, il avait gagné avec son rythme. Nicolas Latifi s'est crashé, c'est les lois de la course, c'est comme ça, c'est la Formule 1, c'est le sport automobile, c'est comme ça, c'est injuste, mais c'est comme ça. Injuste, pas forcément non plus, parce que bon, évidemment, c'est comme ça que les règles sont faites. Mais la FIA a eu un comportement très, très, très douteux. Elle ne respecte pas ses règles. Et ça, c'est quelque chose, comme tu l'as dit, qu'on voit déjà depuis plusieurs Grands Prix. C'est quelque chose qui est assez énervant, parce que du coup, on passe notre temps à parler de l'aspect judiciaire du sport, de l'aspect réglementaire du sport, alors que nous, on devrait être censé quand même parler plus de sport, parler plus de performance, parler de la beauté du sport, de l'émotion que ça procure, et pas débattre des règles qui sont faites ou qui ne sont pas faites, du coup, parce que bon... Et c'est pour ça que je dis que la FIA, autant que le Grand Prix a été émaillé de polémiques, que ce soit au premier tour ou au dernier tour, en deçà de la manœuvre rugueuse de Verstappen, la FIA qui, on va dire, depuis 2-3 Grands Prix, un peu mélange ses façons de faire. Voilà. Ça mélange clairement ses façons de faire, et oui, j'ai aussi l'impression que la Formule 1 rentre un peu dans cet aspect de spectacle, notamment aussi avec Liberty Media qui a aussi instauré en quelque sorte aussi l'apparition des radios entre la FIA, entre les commissaires de course et les écuries, chose que je trouve aussi assez dommage, parce que ça nous enlève encore une fois du sport. Pour le spectacle, c'est bien aussi parce qu'on voit comment les écuries travaillent derrière, comment les écuries sont impliquées dans la course, comment les ingénieurs sont impliqués dans la course, mais derrière, encore une fois, on en perd un petit peu le côté sportif de tout ça. Et je trouve ça dommage, je trouve ça assez déplorable, mais bon, après, c'est mon avis là-dessus. Non, mais déjà, la règle de la voiture virtuelle, je trouve ça un peu bizarre. Comment tu peux avoir 15 secondes et ensuite tout perdre comme ça à cause d'un mec derrière qui se plante? Et cette sans doute mauvaise stratégie de Mercedes, Verstappen qui rentre, on dit finalement à Hamilton de ne pas s'arrêter, comme tu le disais tout à l'heure, Tony. C'est finalement ce qui fait perdre la course à Hamilton aussi, entre autres. Alors après, on peut en débattre parce qu'il n'y aurait pas eu le crash de Nicolas Latifi, rien de cela ne serait passé et Hamilton aurait été champion. Mercedes a joué comme elle l'a pu, dans le sens où si il s'arrêtait, Max Verstappen ne se serait pas arrêté. Il aurait eu l'avantage de la position. Et ça, c'est un risque que Mercedes ne peut pas se permettre de prendre à ce moment-là de la course. Et c'est un titre mondial. Mauvaise stratégie quand même. On peut pas forcément parler de mauvaise stratégie, parce que prendre le risque de laisser Max Verstappen devant, prendre le risque de se remettre derrière lui, pour ensuite peut-être avoir une nouvelle bataille dans le risque de la perdre, autant garder la première position dans ce cas-là. Enfin après, c'est mon avis, mais pour moi la stratégie en tout cas de Mercedes, elle était bonne parce qu'elle était en défense. Après tu joues un titre de champion du monde. Je pense que voilà, il faut lâcher les chevaux, il faut prendre tous les risques, quitte à perdre de toute façon. Alors après, de toute façon, c'est les deux dans tous les cas. Hamilton aurait pu également perdre si c'était arrêté. C'était compliqué. En tout cas, un nouveau champion qui rejoint évidemment le panthéon des pilotes, le 34e pilote différent. Voilà. Et puis, excuse-moi, je voulais noter un petit mot aussi, parce que. On sait que les deux pilotes avaient une rivalité quand même assez extrême toute la saison. Les deux ils sont pas mal chamaillés sur la piste, notamment sur les radios ou sur les réseaux sociaux. On l'a vu de nombreuses fois. Mais au final, on a vu cette belle image de respect entre les deux pilotes à la fin, de fair play. L'accolade de Lewis Hamilton, on peut le saluer, parce que lui, ça a été le perdant du jour. Il avait son 8e titre entre les mains. Il l'a perdu. Et au final, il est quand même allé féliciter son adversaire qui lui a posé beaucoup de problèmes cette saison. On a vu d'ailleurs aussi le père de Lewis Hamilton qui allait voir Jos Verstappen, le père de Verstappen, et Max Verstappen pour les féliciter. Et donc, je préfère quand même souligner que cette saison se termine quand même sur une belle image. Voilà. Magnifique saison avec, pour la première fois depuis 1974, deux pilotes qui avaient le même nombre de points quand même, il faut le remarquer, c'est historique, avant l'amorce du dernier Grand Prix. Voilà pour la fin. Un petit mot pour terminer, monsieur, peut-être. Je pense que ça fait le tour. Félicitations à Verstappen, c'est tout. Quelle saison donc, et on a hâte d'être à 2022 avec un nouveau règlement d'ailleurs. On aura le temps d'en reparler en temps voulu. On en reparlera. Voilà pour la Formule 1. Raikkonen.
Raikkonen, en effet, j'allais oublier Raikkonen qui a mis un terme à sa carrière à l'issue de ce Grand Prix, malheureusement, qui s'est mal fini pour lui. Donc, Tanguy. Ouais, ça s'est mal fini, hein, ce dernier Grand Prix. C'est bien dommage parce que Kimi Raikkonen a été présent en Formule 1 depuis de nombreuses années, notamment un titre en 2007 avec Ferrari, donc ça a été son apogée clairement. Il a eu quelques années, ces dernières années assez compliquées avec Alfa Romeo, hein, Alfa Romeo qui n'a fait que perdre des positions aux constructeurs jusqu'à cette année où ils ont terminé 9e derrière Williams. Et bon, du coup, Kimi Raikkonen qui termine dans le mur, une fin assez triste, mais bon, en tout cas on peut saluer que c'est le recordman de 349 Grand Prix. C'est 429 je crois. 349 Grand Prix. Bon, je revois les chiffres alors, mais en tout cas ouais, Kimi Raikkonen qui a du coup qui est une légende, enfin, je pense de la Formule 1 aujourd'hui, hein, un titre et voilà de nombreux grands prix auxquels il a participé. Donc voilà un personnage qui nous quitte et bon, c'est dommage que ça se finisse comme ça, mais bon, c'est comme ça. Voilà pour Kimi Raikkonen qui aura donc fait 19 saisons au sein de l'élite automobile. C'est quand même très très beau, chapeau à lui. Voilà pour la Formule 1, on va passer à un autre sujet maintenant, le football, parce que c'était aussi l'actualité de ces derniers jours. On va revenir sur les résultats évidemment de la Ligue 1 et des championnats à l'étranger, mais avant cela on va s'intéresser au tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions qui se sont déroulés hier à Nyon. Donc avec Tony qui va nous récapituler les affiches de ces huitièmes de finale. Fait. Alors Antoine, tout d'abord il y a eu un petit souci de l'UEFA en effet. Qui a commis quelques erreurs. En effet, un gros problème pour une instance de cette envergure. En effet, le tirage a eu lieu à 13h il me semble à Nyon. Non, midi pardon. Midi. Il y a eu un premier tirage et finalement ils se sont rendus compte qu'il y a eu plusieurs erreurs au niveau du tirage. 3 erreurs notamment. La première, c'est que la boule de je répète, mais il y a deux groupes, enfin 2 pots avec les premiers de chaque groupe et les seconds. Et du coup, on a eu une boule de Manchester United qui a été tirée pour Villarreal, alors qu'ils sont dans le même groupe normalement, donc il n'aurait pas dû y avoir ce tirage. Donc après, ça a été retiré, mais c'est déjà une première erreur. Il y a aussi eu une boule de Liverpool qui a été inclue dans le tirage de l'Atlético alors qu'ils ne sont pas dans le même groupe à la base. Et enfin, encore une boule de Manchester United non inclue dans le tirage de l'Atlético alors qu'ils peuvent se rencontrer. Mais bon, au final, le tirage a été refait à 15h. Et cela nous a donné donc, parmi les chocs, un Bayern Munich RB Salzbourg, Red Bull Salzbourg, un Sporting Lisbonne Manchester City, un Benfica Ajax, Chelsea, Lille, Atlético de Madrid, Manchester United, Villarreal, Juventus, Inter de Milan, Liverpool et enfin Paris Saint-Germain, Real Madrid. Donc on rappelle que le premier tirage nous avait offert un PSG Manchester United. Ça aurait été beau de voir Messi et Ronaldo se croiser, mais ça sera peut-être pour le tour suivant. Enfin, en Ligue Europa, nous avons eu le tirage des barrages, en effet, et de gros chocs nous attendent, notamment le FC Barcelone qui affrontera Naples, le Napoli. Nous avons aussi Porto, le FC Porto qui affrontera la Lazio de Rome, et aussi le club allemand de Leipzig qui affrontera la Real Sociedad. Donc voilà parmi les gros chocs de ces barrages en Europa League. Et enfin pour la Ligue Europa Conférence, parmi les clubs français, en tout cas, nous avons Marseille qui affrontera le club arménien de Karabagh. Voilà, donc match plutôt accessible pour Marseille normalement. Et aussi comme petit choc que l'on peut dire dans cette petite coupe européenne, Leicester, club anglais qui affrontera Randers FC, ou encore le PSV Eindhoven, club des Pays-Bas, qui affrontera Maccabi Tel Aviv en Israël. Donc ça aussi un match à suivre pour le PSV qui devrait être une rencontre assez faisable pour eux. Des très belles affiches, que ce soit en Ligue des Champions ou même la Ligue Europa Conférence, Alexis. Comme tu le dis, ouais, des belles affiches, mais on peut quand même noter que dans quasiment chacun des matchs, un favori se distingue quelque peu, hormis Atlético Manchester United et PSG Real, où à mon avis les deux équipes sont assez proches. Ouais, je pense que sinon dans des matchs comme Salzbourg contre le Bayern par exemple, il y a un favori net qui se dégage. Donc ouais, des bonnes rencontres, on verra ce que ça donne. On peut avoir des surprises. On verra si on a des surprises, effectivement. Voilà. Espérons pour nous Lille qui bat Chelsea pour un club français. Voilà, ou encore je pense
un club qui peut faire la surprise, ça serait Villarreal. Ouais, Villarreal. Voilà, contre la Juventus. Voilà, donc C'est possible, hein. Juventus, gros club, mais Villarreal, champion de la Ligue Europa et qui peut se démarquer d'une équipe de la Juventus un peu faible, je trouve, cette saison. Et aussi, pourquoi pas le Sporting Portugal sur une bonne phase. Bon, j'y crois pas beaucoup, mais pourquoi pas une surprise contre Manchester City ou encore l'Ajax Amsterdam contre Benfica. Voilà, c'était concis un petit mot, Victor. Non, ça va être des affiches alléchantes, surtout Lille. Un beau Lille hein, face à Chelsea, Ouais, mais c'est le champion en titre. Ouais, mais c'est dommage que ça soit le Chelsea parce qu'on les a déjà affrontés il y a 2 ans. Ouais, 2 ans, 3 ans, je sais plus. Donc c'est un peu dommage, surtout qu'on a fini premier. Et on tombe peut-être contre le plus fort du pot numéro 2. C'est un peu dommage, mais bon. On va essayer de faire un bon match. Surtout que dans le premier tirage, du coup, qui avait été fait, donc qui a été C'était déjà refait, fait. c'était déjà Lille-Chelsea. Donc Ouais, bah, c'était voilà. le destin. C'était le destin, voilà. C'était sûr. C'est pas les meilleurs tirages en tout cas pour les clubs français. Non, hein. on espère évidemment que nos clubs français vont nous régaler, mais ça sera compliqué. Et puis on espère pour Marseille, pour Rennes et pour Monaco aussi, en Ligue Europa et Ligue Europa Conférence, que ça se passera bien. Il y avait des résultats maintenant à l'étranger ce week-end, Alexis, en foot toujours. Bah, tout d'abord en Ligue 1, j'ai envie de te dire Antoine, En il Ligue 1 d'abord, oui. y avait quelques matchs intéressants à suivre, notamment Lille-Lyon, auquel j'ai assisté en direct et malheureusement c'était un peu triste comme match et ça s'est fini sur un score nul et vierge de 0-0 malgré une légère domination lilloise avec 2-3 occasions nettes. Le gros choc de ce week-end c'était le PSG qui affrontait Monaco et les Monégasques ont été quand même valeureux même si ça n'a pas suffi pour l'emporter contre le PSG qui l'a emporté du coup 2-0 avec un grand Mbappé. Strasbourg, actuel deuxième de Ligue 1, jouait contre Strasbourg, équipe en forme qui avait battu Nice récemment. Et ils se sont imposés 2-0 contre les Strasbourgeois de Ludovic Ayork. Enfin, petite surprise, le RC Lens qui a perdu contre Nantes après une bonne entame et le score de 2-0, ils ont perdu 3-2, donc une grosse surprise en Ligue 1 cette semaine. Au classement, le PSG est donc premier, comme d'habitude, ça ne change pas. Marseille est son dauphin. Ça, c'est, je ne sais pas si on peut parler de surprise, mais une bonne entame des Marseillais. Rennes complète le podium. Au niveau des relégables, Metz et barragistes. Lorient et Saint-Etienne, eux, restent englués dans la zone rouge. A noter quand même que Saint-Etienne va changer d'entraîneur. Claude Puel, qui ne sera plus l'entraîneur des Verts. D'ailleurs, ça va leur coûter une petite somme de 1,5 million environ. On pressent Pascal Duprat pour le remplacer, mais rien n'est officiel, donc on ne va pas s'avancer là-dessus. Ouais, c'est quasiment tout fait. Il y a eu des rumeurs comme quoi aussi Pascal Duprat allait venir avec son préparateur physique, qu'il avait déjà connu avec d'autres clubs. Donc je pense que Pascal Duprat, on peut quasiment déjà sortir. Pascal Duprat, un entraîneur expérimenté pour Ouais, sortir ça serait une bonne des chose pour clubs Saint-Etienne parce que Toulouse, malades. C'est un entraîneur avec du caractère et je On pense l'a vu à Lyon, à Toulouse, Ouais. là où il est passé. Bon, à Caen, ça s'est un peu moins bien passé, mais C'est un très bon meneur d'hommes. Je pense que c'est ça qui peut sauver Saint-Etienne en tout cas. Parce qu'en tout cas, le talent sur le terrain, ils peuvent l'avoir. Donc Pascal Duprat, ça peut être l'homme pour sortir Saint-Etienne de la mouise. voilà pour la Ligue 1 et à l'étranger, Alexis, c'est des choses aussi. À l'étranger, il y avait pas mal de matchs aussi, en première ligue notamment, où les favoris jouaient. C'était une affaire de penalty en première ligue. City l'a emporté 1-0 contre Wolverhampton sur penalty. Chelsea, eux aussi, ont réussi à faire la différence sur 2 penalties contre Leeds, 3-2. Liverpool aussi a gagné sur penalty de Mohamed Salah, l'unique et inépuisable Salah qui a marqué donc pour le but du 1-0 contre le Aston Villa. Manchester United, eux aussi, se sont imposés 1-0 contre Norwich. Enfin, Arsenal a repris des couleurs et a battu Southampton 3-0. City reste donc premier au classement devant Liverpool et Chelsea, le classement habituel, j'ai envie de dire maintenant. Burnley, Newcastle et Norwich restent eux dans la zone rouge. Voilà pour les résultats De la première ligue. de la première ligue. Les autres résultats à l'étranger. Il y avait de la Serie A aussi et la Juventus qui n'y arrive toujours pas et son déplacement à Venise n'a pas fait taire les critiques. Ils n'ont pas réussi à s'imposer, n'ont su faire mieux qu'un partout contre le club promu. L'AC Milan, eux aussi, ont eu du mal ce week-end contre l'Udinese et n'ont pas su faire mieux que le score de 1 but partout. Naples, après un bon début de saison, faiblit et a perdu 1-0 contre Empoli.
tout comme la Lazio qui a perdu 2-1 en déplacement à Sassuolo. L'Inter Milan confirme sa bonne forme du moment et a gagné 4-0 contre Cagliari. A noter, la Roma a gagné 2-0 contre la Spezia. Mourinho pourra être content de ses joueurs et la remontée au classement est notable pour l'AS Roma qui est 6e. Ils sont combien la Juventus maintenant? 7e, j'allais en parler justement. L'Inter Milan qui est en forme en ce moment est premier devant l'autre club de Milan, l'AC Milan est deuxième. Ce que j'allais dire, c'est l'AC Milan qui domine. L'Atalanta monte sur le podium à la 3e place alors que Naples en est éjecté à la 4e, donc la Juve 7e comme j'allais le dire. Le Genoa, Cagliari et le Salernitana sont toujours relégables. En Liga aussi, il y avait des matchs ce week-end avec les favoris. Le FC Séville qui a battu une petite équipe de Bilbao sur le score de 1-0. Le FC Barcelone qui n'y arrive toujours pas, aux grandes dames de Xavi. Ils n'ont su faire mieux que 2 buts partout contre Osasuna qui est quand même une petite équipe de Liga. Le Betis Séville, et ça c'était une surprise ce week-end, l'a emporté 4-0 contre la Real Sociedad qui était leader encore il y a quelques journées et qui n'a pas réussi à faire mieux que ça. Enfin, le gros choc du week-end en Europe, je pense qu'on peut dire que c'était le meilleur match du week-end, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'était certainement le meilleur match du week-end. Le Real Madrid a affronté l'Atlético au Santiago Bernabéu et c'est les Merengues qui l'ont emporté 2-0 contre l'équipe de Diego Simeone. Voilà pour les résultats. Donc le Real Madrid continue sa marche en avant et est premier de la Liga devant le FC Séville et l'autre équipe de Séville, le Betis. Le Barça est quant à lui 8e et poursuit sa dégringolade au classement. Cadiz, Retafe et Levante sont dans la zone rouge. Enfin, en Bundesliga, le Bayern jouait contre Mayence et il n'y a pas eu de surprise. Ils ont gagné 2-1 malgré un début de rencontre poussive. Le gros choc du week-end, c'était une rencontre entre Leipzig et Mönchengladbach. Et le score est sans appel, 4-1 pour le club de Leipzig qui remonte un petit peu au classement malgré un début de saison poussif. Enfin, Dortmund n'a pas su faire mieux que le score de 1 but partout, mais ils conservent quand même leur 2e place derrière le Bayern. Le Bayer Leverkusen poursuit sur sa lancée et reste 3e après une défaite malencontreuse contre Francfort 5-2 ce week-end. Augsbourg, l'Arminia Bielefeld et Greuther Fürth sont les 3 relégables. Voilà pour les résultats du week-end en Europe. Voilà, ce sont des résultats complets. Un match peut-être qui vous a marqué, une équipe Du coup, moi je suis allé au stade également avec Alexis et Victor et Tanguy. Nous avons vu Lille-Lyon. Bon, c'était plutôt. Une purge. Voilà. C'était pas terrible. Une nouvelle fois en Ligue 1 parce que c'est vrai que C'était beaucoup pas un de bon match. clubs nous déçoivent quand même. Ouais, Puis Lyon, On on attend. s'attendait à un choc avec au moins des buts, mais vu les attaquants de ces 2 grandes équipes, mais tant pis, on a vu un triste 0-0. Et on pourrait aussi noter, rien à voir, pour PSG Monaco, un très bon match d'Mbappé qui continue son très très bon début de saison. Ouais. Un doublé. Un doublé, ouais. et puis un match plutôt poussif, comme Puis- l'a dit Alexis, dès le départ. Dès le départ des occasions des 2 côtés. Puis au-delà de son doublé, j'ai trouvé qu'il était plus à l'aise à la passe Ouais, plus comparé à collectif. d'autres matchs. Plus collectif, peut-être que c'est l'arrivée de Messi qui fait ça aussi. Mais Pas décisif, Messi notamment. Messi, Ouais. par contre, qui a failli trouver la marque aussi Mais- à 2 reprises, il me semble, mais poteau, et on attend encore ses buts en ligne. Voilà. Il a déjà mis qu'un, mais on espère plus. Voilà pour le football. Le championnat du monde de handball, c'est toujours d'actualité. On en avait déjà parlé la semaine dernière et cette fois, les Françaises nous ont éblouis. En tout cas, on pouvait peut-être espérer ce résultat, mais la France s'est imposée pour son dernier match en phase de groupe face à la Russie hier 33-28 et disputera demain son quart de finale face à la Suède. Tony, c'est... Tout à fait, Antoine. Alors, comme on en parlait la semaine dernière, on avait dit que la France s'était qualifiée avec le Monténégro et... mince, j'ai oublié. Il y avait la Pologne aussi. Et- Non, les deux qui étaient dans... Donc, il y avait l'Angola, le Monténégro et la dernière équipe qui était avec la France. Slovénie. La Slovénie, pardon. Donc la France, la Slovénie et le Monténégro se sont qualifiés avec les 3 premiers du groupe B, donc qui étaient la Russie, la Pologne et la Serbie, et se sont retrouvés dans le groupe 1. Et donc tout d'abord, avant d'affronter les Russes, les Françaises ont affronté la Pologne jeudi dernier, donc après notre émission, et se sont imposés 26-16 avec encore un très bon match de Laura Glauser qui assume très bien son rôle de dernier rempart.
une très bonne gardienne. Ensuite, le samedi dernier, le 11, la France a affronté la Serbie, du coup, 22-19, et ont confirmé leur qualification, enfin, ils se sont qualifiés en débloquant le ticket pour les quarts de finale. Et enfin, comme le disait Antoine, elles ont battu hier la Russie 33-28 avec un sans faute donc pour les Bleus, donc, qui reste sur une très bonne série avec que des victoires. Donc le prochain match, comme tu disais, quart de finale, demain soir contre la Suède. Donc on rappelle que les deux derniers affrontements de ces deux équipes, c'était lors des JO de Tokyo. Elles se sont rencontrées 2 fois, d'abord au tour principal où il y avait eu un match nul 28-28, puis en demi-finale où la France avait gagné 29-27 et évidemment a gagné contre la Russie ensuite en finale. Donc la France qui espère maintenant viser le doublé Jeux Olympiques Championnat du Monde, qui a été réalisé seulement 2 fois dans l'histoire par les Danoises en 96 et les Norvégiennes en 2008. Et c'est une grosse affiche demain face à la Suède. Bah déjà, on peut noter qu'on doutait des performances offensives des Bleus sur les derniers matchs et elles ont répondu présent contre la Russie. Contre la Russie surtout, ouais. Une très bonne équipe offensive. Mettre 33 buts à la Russie, qui est quand même le récent finaliste des Jeux Olympiques, c'est pas rien, je pense. Donc elles ont un peu rassuré nos doutes sur leur performance offensive. Maintenant, c'est vrai que ça va être un gros match. Encore une belle affiche, je pense, et on verra ce que ça donne. Mais s'il y a bien une équipe qui peut renverser cette équipe-là, c'est les Bleus. Ouais, moi, je suis assez confiant. Hein. Franchement, ils font une très belle coupe de championnat du monde. Non, franchement, je suis très confiant. C'est vrai, comme tu le disais, Alexis, en attaque, on s'est beaucoup amélioré. Enfin, en tout cas, contre la Russie, elle nous a rassurés, on va dire. On avait encore des doutes sur les attaques. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la base défensive, elle reste très bien assurée et on compte sur une très bonne défense. Et l'attaque nous fait plaisir aussi. Il va falloir faire attention en défense parce que la Suède, ça marque beaucoup ces derniers matchs. Ça fait 3 matchs au-dessus de 30 points, 55 points contre le Kazakhstan. Donc, il va falloir faire attention défensivement. Mais bon, après, en défense, on est rassuré là-dessus en équipe de France. Mais bien sûr, comme tu dis, il faudra faire attention. Parce que 28 buts, c'est beaucoup, mais c'était quand même la Russie en face. Et c'est pour ça ça va être un match intéressant. Ouais. Parce que la Suède, grande nation de handball quand même. Donc, la Suède et la Russie aussi, du coup, c'était un très gros match. C'était l'affiche de la finale des JO de Tokyo. Mais bon, la France a tous les atouts. Bien sûr, on y croit. On y croit. Quart de finale, et puis après, dans le dernier carré, si jamais il y a des qualifications, on peut tout se permettre. Et puis espérer la France qui réalise le doublé, ça serait magnifique pour clôturer cette année. Clôturer une année fantastique. Il y aura d'autres affiches, il me semble qu'il y a aussi le Danemark qui affrontera l'Allemagne, si je ne me trompe pas. Il y aura d'autres affiches très très intéressantes. Justement, si on passe en demi-finale, on pourrait affronter les Danoises. Donc, là également, grosse nation aussi, ça sera un match compliqué si on passe. Voilà pour le handball, on suivra ça évidemment. C'est quart de finale demain à partir de 20h30. C'est ça. Le rugby, il y avait de la Coupe d'Europe ce week-end, messieurs. Il y a la Coupe d'Europe qui a débuté en rugby avec donc, pour contextualiser, 2 groupes de 12 équipes qui s'affrontent déjà en phase de groupe. Et Victor va nous récapituler les résultats principaux de ce week-end. Ouais, voilà, donc pour rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas bien le rugby, la Coupe d'Europe, c'est l'équivalent de la Ligue des Champions, mais au niveau rugby. Donc, comme tu l'as dit, Antoine, il y a 2 poules. La poule A avec 5 clubs français et la poule B avec 4 clubs français. Donc, je vais dire les résultats des clubs français. Donc, le Racing 92 a gagné largement contre Northampton 14-45, ce qui fait qu'ils sont 2e du groupe A. La Rochelle a eu un petit peu de mal, mais s'est finalement imposé contre Glasgow 20-13. Clermont, lui, s'est malheureusement incliné de justesse contre Ulster 23-29. Quant à Montpellier, c'est incliné, mais alors une défaite très large, 42-6 contre les Anglais de Exeter. Et ils sont 12e et dernier du groupe, c'est très mal parti. Pour la poule B, Toulouse s'est imposé largement 39-7 contre Cardiff, ce qui fait qu'elle est première de la poule B. Castres s'est incliné de justesse contre les Arlequins, et ce qui fait qu'ils sont 7e du groupe. Bordeaux-Bègles s'est incliné aussi très légèrement 13-16 contre Leicester, 8e du groupe. Et enfin, défaite cuisante du Stade français 36-9 contre les Irlandais de Connacht, et qui font qu'ils sont 10e de la poule B. Voilà pour les résultats. Toulouse, premier justement de ce groupe. Bon, les favoris les français sont là, le Racing et Toulouse ils sont présents, même La Rochelle. Les résultats sont très peu étonnants, mais c'est mitigé quand même par rapport aux autres années pour l'instant. Il va falloir assurer derrière.
Voilà, peut-être un petit mot là-dessus, Coupe d'Europe. Ça va- On attend beaucoup de Toulouse, justement. Ouais, ça va leur faire du bien à Toulouse un peu parce que ouais, ils ont connu quelques défaites en top 14 ces derniers temps. Donc ça va leur faire du bien, je pense, cette grosse victoire face à Cardiff. Il n'y a plus qu'à voir. De toute façon, je pense que Toulouse a tous les atouts pour aller très loin dans cette compétition, au final, voir la gagner. Donc il n'y a plus qu'à. Il y a plus qu'à. On a vu ces duels en juin dernier, Toulouse contre La Rochelle. Justement, Toulouse avait été champion d'Europe. Évidemment, c'est un objectif phare pour les Toulousains de gagner cette Mais compétition. c'est aussi un objectif très important pour le Racing 92 qui a mis les moyens Aussi. pour gagner cette coupe. Et pour l'instant, c'est bien parti, mais attention, pas s'emballer parce que depuis quelques années, ils se font éliminer dans les premiers matchs des phases finales. Donc attention. Et puis Montpellier, ça débute mal aussi pour Montpellier, battu 42-6 par Exeter, le champion d'Angleterre et le champion d'ailleurs tout simplement de la Coupe d'Europe en 2020. Et en plus Montpellier, il y avait 5 cas de Covid, donc le match face à Leinster vendredi prochain est menacé pour les Montpelliérains. Ça commence mal pour le club héroltais. On verra bien ce que ça donne. Voilà pour la Coupe d'Europe de rugby qu'on suivra évidemment avec attention le week-end prochain. Le biathlon maintenant. Il y avait aussi du biathlon ce week-end, il y avait beaucoup de sport. Ouais, j'en Et c'était la Coupe du Monde de biathlon. Et on va récapituler comme depuis 2 semaines les résultats des manches qui se sont disputées en Autriche. J'essaie de bien le prononcer, c'était à Orschwilzen. Schwilzen, ouais, c'est bien. C'est ça. Je me suis amélioré. Bravo Voilà. Antoine, bravo. Voilà, donc quelques résultats Ouais, importants. je vais citer les résultats notoires. des Français avec vendredi cette petite déception sur le 10 km homme avec la victoire de l'Allemand Johannes Kuhn et la 6e et 7e place d'Emilia Jacquelin et Quentin Fillon-Maillet, donc petite déception pour les Français. Heureusement que les filles ont remonté un petit peu l'honneur sur le 7,5 km avec la 2e place de Justine Brezas juste derrière Anna Sola, la Biélorusse. Samedi, on avait la poursuite homme avec un très très bon résultat des Français avec la première place de Quentin Fillon-Maillet, la 2e place de Emilien Jacquelin. On a fait avoir une 3e place de Simon Destieux, mais ça s'est joué à la photo finish avec le Suédois Samuelsson. Donc voilà, très bon résultat pour les Français. Et pour du côté du relais femmes, la même journée, donc samedi, la France a fini 3e. Le relais qui a eu comme vainqueur la Suède. Dimanche, on a vu le relais homme avec la première place sans surprise de la Norvège et la 2e place de l'équipe de France. Et ensuite, la poursuite femme avec la victoire de Royseland, la norvégienne. Et déception au niveau des Françaises parce que la première Française, c'est Justine Brezaz, elle est 14e. Au niveau du classement général des hommes, ça donne résultat correct pour les Français avec la 2e place de Emilia Jacquelin, juste derrière Samuelsson. Et chez les femmes, Royseland domine toujours le classement. La première Française, Justine Brezas. Voilà pour Deuxième. les résultats. Les Français qui sont quand même encore. Qui réalisent du côté des Français un bon début de Coupe du Monde. Ouais, on peut parler d'un bon début. Je pense qu'une 2e place, c'est toujours un bon début. Après, on verra si la première place est atteignable ou non. Mais du côté des hommes, c'est plutôt un bon début. Ouais. Après, les femmes, on peut être un peu déçus. Après, on ne s'attendait pas non plus à des résultats spectaculaires. Mais 9e pour la meilleure française, ça reste loin du podium, j'ai envie de dire. Ouais, chez les femmes, c'est quand même Mitigé. Hein. ouais, mitigé. On a des podiums par-ci par-là, mais c'est pas très régulier comme on avait pu Il le y dire a dans des irrégularités. Hein. Comme on avait pu le dire sur une émission il y a quelques semaines avant, c'est très irrégulier chez les femmes. Là, on a eu que 2 podiums, il me semble, ouais, c'est ça, 2 podiums avec le relais et la 2e place de Justine Brezas. Donc, ouais, il va falloir voir chez les femmes parce que c'est très irrégulier. Par contre, chez les hommes, j'ai l'impression qu'on monte en puissance de plus en plus avec un Quentin Fillon-Maillet qui vraiment confirme sa progression au fur et à mesure du début de saison. Même parce qu'on ne l'avait pas cité parmi les favoris. Il est jeune, il peut faire quand même quelque chose, hein, Tanguy. Ouais, il y a de quoi faire, vraiment, il y a de quoi faire. Moi, je pensais peut-être aussi à Emilien Jacquelin. Emilien Jacquelin, lui, on a connu du coup cet été avec sa blessure, tout ça, et on parlait de justement, comme tu l'as dit précédemment, on parlait d'irrégularité pour les filles, mais aussi pour les garçons, parce que ça a aussi souvent été des hauts, des bas. Mais au final, on voit qu'Emilien Jacquelin, il est très présent. Hein. C'est plus seulement l'Emilien Jacquelin qui est capable de gagner sur un jour. Il est capable de rééditer les performances de plus en plus souvent. Et ça fait plaisir de le voir en 2e place de la Coupe du Monde. Et je pense qu'il peut avoir ses chances. Et Quentin Fillon-Maillet en embuscade aussi. Et ça peut être
on peut vivre une très belle saison, je pense, côté français, et aussi avec les Jeux Olympiques qui vont venir, ça peut être très très bon. Et en plus, messieurs, dès le week-end prochain, c'est en France, c'est au Grand Bornand qu'il aura lieu la prochaine étape de biathlon. De quoi, on l'espère, fêter des potentielles victoires pour les Français, on l'espère. En tout cas, ils seront à domicile et ça fait plaisir. Ce sera au Grand Bornand. On veut des Marseillaises. On veut des Marseillaises, en effet. Voilà pour les résultats. Donc, on aura à cœur de suivre dans les prochaines émissions la Coupe du Monde de biathlon. On évoquera aussi un peu de ski, messieurs, mais je vais attendre le quiz, ne vous en faites pas. Voilà, ce sera des questions du quiz. Mais avant de passer au quiz, on va avoir un mot déjà de MMA avec Alexis. Ouais, comme tu l'as dit, il y avait un peu de MMA ce week-end. Dans la nuit de samedi à dimanche, il y avait l'UFC numéro 269, pardon. Et il y avait 2 ceintures en jeu, 2 défenses de ceinture. Amanda Nunes, championne des poids légers, qui défendait sa ceinture, sachant qu'elle en a 2 quand même, dans les poids légers et les poids coqs. Elle défendait sa ceinture de poids coq, du coup, alors qu'elle la détient depuis 2016 contre Juliana Pena, qui était très très grand outsider. On n'imaginait pas Juliana Pena gagner finalement. Et elle a commencé le premier round comme la favorite qu'elle est, avec une domination très très importante. Et Juliana Pena, par rapport aux autres adversaires qu'on a pu opposer à Amanda Nunes, ne s'est pas laissé faire et s'est remobilisée au deuxième round et a commencé à donner tout ce qu'elle avait, j'ai envie de dire. Et elle a surpris Amanda Nunes à tel point qu'elle a gagné par soumission au deuxième round. Amanda Nunes a abandonné très très rapidement, c'est important de le souligner quand même parce que c'est la championne en titre de la catégorie. Et on l'a senti un peu en dedans physiquement et Juliana Pena en a profité. Elle l'a d'abord assommée par un crochet droit, puis ensuite elle a amené le combat au sol et elle a gagné par une belle soumission arrière. Donc on peut la féliciter pour ça. Elle détient donc maintenant la ceinture poids coq. Et elle a d'ailleurs proposé à Amanda Nunes une revanche immédiate, ce qui est très rare dans l'UFC. D'habitude, les gagnants cherchent d'autres concurrents à affronter. Et là, il semblerait qu'on se dirige vers un nouvel affrontement entre ces 2 championnes pour voir si Juliana Pena a créé la surprise et de manière non méritée ou si elle est vraiment meilleure qu'Amanda Nunes, qui est quand même championne de cette catégorie depuis 2016. Quand même. Ça fait 5 ans qu'on lui envoie des adversaires un peu au hasard, j'ai envie de dire, et qui se font détruire finalement. Et cette fois-ci, ça n'a pas été le cas. Je pense que ouais, elle a demandé une revanche si elle voulait à Peña, mais je pense que Peña a toutes ses chances. Enfin, si elle lui a dit ça, c'est qu'elle a un mérite comme outsider et qu'elle a senti que enfin elle avait une rivale, pas à sa taille j'allais dire, mais qui a de quoi la titiller quoi. Donc je pense que c'est mérité pour elle comme outsider. Et aussi en UFC, nous avons eu une très bonne annonce hier pour les grands fans, en tout cas des championnats de poids lourd et pour les fans de MMA en général, pour l'UFC 270 qui se tiendra en Californie le 22 janvier prochain, donc 22 janvier 2022, avec la sortie du trailer annonçant le combat entre Francis Ngannou et Cyril Gane. Voilà, donc Cyril Gane, étant un grand fan, ouais, voilà, on attend absolument ce combat et voilà, ça arrive très vite. Donc Francis Ngannou, je le rappelle, champion du monde des poids lourds, et Cyril Gane, champion du monde intérimaire, et qui reste sur une série de 10 combats pour 10 victoires, ce qui est une chose assez rare en UFC, enfin l'UFC qui est la plus grosse ligue de MMA, et pour un Français, donc voilà, on souhaite le meilleur au bon gamin. Voilà. À noter quand même qu'il y avait un deuxième combat pour la ceinture que j'allais évoquer. Charles Oliveira, le Brésilien champion de la ceinture poids plume, défendait son titre pour la première fois contre Dustin Poirier, qui est bien connu pour avoir fait une trilogie de combats contre Conor McGregor, le célèbre combattant de l'UFC. Et Oliveira s'est imposé par soumission au troisième round contre Dustin Poirier, qui n'a pas réussi à résister au grappling du Brésilien, malgré un meilleur striking. Striking, pour ceux qui ne savent pas, c'est le combat au point. Dustin Poirier, qui est donc spécialiste dans le domaine, a réussi à dominer son adversaire dans ce style-là, mais malheureusement, dès qu'il a fallu aller au sol, Charles Oliveira a dominé son adversaire et a conclu par une soumission arrière au troisième round. Il conserve donc sa ceinture des poids plumes et on ne sait pas encore quel adversaire lui sera opposé pour la prochaine défense, mais
on ne sait pas vraiment qui mettre en face de Charles Oliveira, parce qu'il a l'air vraiment invincible, j'ai envie de dire. Très très complet, Charles Oliveira, même dans le striking où il a été dominé par un Dustin Poirier qui est sûrement un des meilleurs de sa catégorie, et il n'a pas été débordé et il a été en mesure de remporter presque tranquillement, j'ai envie de dire, ce combat qui était pourtant très équilibré sur le papier. Voilà pour l'UFC. Et donc, évidemment, ces combats en MMA. Durant ce week-end, des combats aussi, puis on aura donc l'occasion de suivre de nouveaux combats en 2022, tu en as parlé, avec Cyril Gane notamment. Tout à fait. On aura l'occasion de l'évoquer lors de prochaines émissions. Un petit mot aussi pour finir sur les JO 2024. Et oui, sur les JO, une annonce hier. Une news qui a été donnée par Tony Estanguet, le président. On peut faire les deux. Hein, Tony Estanguet, évidemment, l'ancien champion de canoë-kayak, qui est désormais président du comité d'organisation des JO 2024, et donc qui a annoncé donc, un projet fou. Ce serait pour la première fois de l'histoire des JO, en tout cas, que la cérémonie d'ouverture n'aurait pas lieu dans un stade, mais bel et bien sur la Seine, donc le fleuve qui traverse Paris. Et on attend. Qu'est-ce qu'il y a ? Merci de nous le préciser. Et donc, qui pourrait rassembler 600 000 places, qui proposerait 600 000 places, et donc ce qui est 10 fois le Stade de France. Donc, vous imaginez l'ampleur de ce spectacle, et donc aussi qui dit plus de places gratuites. Et donc voilà, ça c'est aussi un projet de Tony Estanguet qui vise à démocratiser la cérémonie d'ouverture des JO. Voilà, ainsi que 80 écrans géants seront disposés le long du parcours afin que tout le monde puisse vivre la fête à fond à Paris. Voilà, donc je sais pas si vous êtes très excités, mais moi j'attends que ça, j'ai hâte d'être à 2024. Ouais, c'est très très ambitieux en tout cas comme projet. Voilà. C'est très ambitieux, maintenant on reste à voir si ça va vraiment se faire, mais j'espère, ça serait beau. Je trouve que Paris 2024, vraiment, ça va être des JO qui vont marquer l'histoire. Ouais, marquer l'histoire, parce que vraiment c'est des. Et puis c'est original, je veux dire, sur la scène, les délégations qui vont défiler en bateau. Mais ça se voit, ils cherchent à tout. C'est déjà vu. À donner les yeux rivés sur la France avec toute une. Une nouvelle. J'arrive pas à trouver les mots, pardon. Nouvelle facette. Nouvelle facette, ouais, des JO, voilà, exactement, avec aussi des sports de rue, comme on l'avait annoncé précédemment dans les émissions dernières, avec le hip-hop qui fera son entrée dans les JO, les épreuves de BMX, freestyle et les courses de BMX. Donc, ça innove un peu et voilà, ça fait du bien et ça montre que Paris 2024. Ça fait un peu exposition universelle. Hein, c'est ça, c'est vrai. Et j'espère qu'on nous envoie pas que du rêve. J'espère que vraiment ils vont tout faire pour avoir au maximum de choses possibles. Parce que 600 000 places, quand même, niveau logistique. Il va falloir être très très bon. C'est très très ça va. Mais s'ils y arrivent, ça va être vraiment incroyable. J'espère que ce sera aussi incroyable les résultats des Français. Sur le plan sportif, évidemment. Sur le plan sportif, Voilà, pour les JO, on a hâte, c'est dans un peu plus de 2 ans et demi. Donc ça va arriver vite. Ça va arriver vite, on a hâte. Qui sait, on sera peut-être là pour en parler. Hein. Qui sait ? Peut-être à la télé, directement. Peut-être à la télé, voilà. Messieurs, vous l'attendez tous. Bien sûr. Le quiz. Et oui. Le quiz, le fameux quiz, la spéciale de Type Sport. Je rappelle 5 questions, 4 plus particulièrement, et un pronostic de match. Et je vais d'abord rappeler le classement avant d'aborder ces 5 questions. C'est Tony qui a pris la tête hier, Tony, avec 4 points. 4 points, il devance à égalité Tanguy, Victor et Alexis, 3 points chacun. C'est très 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 serré. Et aujourd'hui, on va avoir de tout. On va commencer par une question Formule 1. Question Formule 1. Tout à l'heure, on a évoqué Kimi Räikkönen qui prenait sa retraite. On a dit qu'il a été champion du monde. Là, ça va être à celui qui va être le plus rapide. C'était en quelle année ? 2007. Ça se fait pas. Je crois qu'il est rapide. Je crois qu'en début d'émission, avant l'émission, je l'avais donné. Je l'ai retenu. Voilà. Tony qui a été le plus prompte. Merci Tanguy de l'info. Hein. Question foot maintenant. Question foot, question Ligue 2. Je vais juste vous demander, si vous suivez bien le championnat, quel est l'actuel leader du championnat ? Ajaccio. Il y en a un qui suit. C'était hier en plus, non. C'était vendredi, mais Toulouse a fait match nul hier du coup. Ouais, c'est ça. Ils ont maintenu. Victor marque 1 point. On sait qu'Antoine aime beaucoup la Ligue 2. Troisième question, on va parler de ski. De ski là aussi, à celui qui va être le plus rapide. Qui s'est imposé lors de la première manche lors du slalom de Val d'Isère. Alexis Parturo.
Clément Clément, Noël. ouais, Clément. J'avais pas fini ma question que Victor a déjà décidément. Écoutez, Alexis Pinturo a fini hors top 30. Hein. Ouais. Il s'est manqué, c'est Clément Noël qui s'est imposé lors de la première étape. C'était d'ailleurs donc chez lui. Quatrième question, en rugby. Quel joueur a été élu Antoine meilleur Dupont. Non, mais laissez finir la question. Mais c'est vrai que- J'allais dire Ah, aussi. on va faire une règle. Un pot pour tout le On va monde. faire une règle. C'est que faut me laisser finir la question. Monsieur, j'ai répondu avant. Faut me laisser finir la question. Voilà, tu On peux va- lui donner on pour va, maintenant. on va investir dans des buzzers, je pense vraiment. C'est- Il va c'est- falloir c'est- ça. Bon, Victor. Hein. T'attends même pas que la question se termine. Je pense qu'on peut lui donner le point. Non, mais on va oui. instaurer des règles, je pense, pour On les va- prochaines On émissions. va instaurer des règles. Finir la On question. va pas faire comme les FIA, donc on va respecter les C'est règles. ça, ouais. Cinquième question. Carré. Du coup, Victor, ça fait 3 points quand même. C'est Écoutez, je suis en beaucoup. forme ce soir. Pronostic d'un match de hand du quart de finale France-Suède. Moi, je sais que le pronostic de hand, c'est compliqué à faire. On va essayer. Est-ce Non, qu'on moi, ferait pas je dis- plutôt l'écart de points? Ouais, je pense les que gars, Ah c'est bah oui, beaucoup. bah c'est ce qu'on va faire. Les cadres à 5 ans près. À 5 ans près, on peut dire. 5, c'est beaucoup quand même. Non, 5, 5, c'est c'est beaucoup. beaucoup. 2, j'ai envie de dire 2. 2 points près. Allez, Ouais, 2. 2 points près. Je mets à 2 points près. Moi, je dirais victoire de la France avec un écart de. Allez, on va dire un écart de 4 points pour la France. Donc, écart de 4. Alexis. Moi, je vais dire victoire de la France avec un écart de 2 points. Tanguy. C'est dommage, c'est ce que je voulais dire. Bah écoute, ouais, je sais pas, je vais peut-être changer. Ouais, c'est plus. Enfin, 2 points d'écart, t'as dit C'est ça. une marge de 2 points. Bah allez, je vais donner France plus 6. Allez, on est optimiste. 2, 6. Victor. Moi, je vais pas faire dans l'originalité, je vais dire entre Alexis et Tony, je vais dire 3. En plus 3. Enfin, 3. victoire de la France plus 3. Alors, on a 2, 3, 4, 6. Je vais le 5. 5. Allez. On se suit. Un écart de 5, ça fait 2, 3, 4, 5, 6. Voilà pour le quiz, qui marque donc la fin de cette émission. On s'excuse au préalable pour les problèmes de son que nous avons rencontrés en début d'émission. On s'excuse donc, on a commencé un peu après. Voilà, c'était les aléas du direct. On remercie Edgar Pétou à la réalisation de cette émission pour la deuxième émission de Team Sport. Et puis on a hâte de se retrouver en 2022. Maintenant, ce sera l'année prochaine. Exactement. On se retrouvera. C'est le dernier avant Noël, Ah, avant les fêtes de fin d'année. Vous allez me faire pleurer là, les garçons. On se retrouvera donc en janvier 2022. Moi, ça veut dire donc À l'année prochaine. ciao ciao L'année prochaine. et à l'année prochaine. Ouais. Si vous le voulez bien. Ciao ciao les amis. Salut à tous. Salut. Bon, salut et tout le monde. Joyeux Noël. Ouais, joyeux Noël à tous. Passez de bonnes fêtes.